Je me souviens encore d'être debout devant l'hôtel, attendant la femme avec laquelle je pensais passer ma vie et réalisant qu'elle ne viendrait pas. Les invités chuchotaient, mes mains tremblaient et le monde semblait s'être arrêté. Mais ce qui s'est passé ensuite, ce que quelqu'un m'a dit à ce moment-là, a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la loyauté et le destin. Bonjour, vous regardez True Lane. Des histoires vraies avec des rebondissements réels. Commençons. Je m'appelle Paul, j'ai 29 ans et je vis dans une banlieue tranquille juste à côté de Denver. Je travaille comme analyste système pour une petite entreprise informatique. Rien d'extraordinaire, mais ça me permet de payer mes factures. J'ai toujours été quelqu'un qui croit aux choses simples. L'honnêteté, la loyauté et la construction de quelque chose de réel. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire se déroulerait ainsi, mais c'est peut-être ainsi que fonctionne la vie. Elle vous frappe le plus fort quand vous vous y attendez le moins. J'ai rencontré Vivian il y a 3 ans. C'était un de ces matins où tout semble ordinaire jusqu'à ce qu'un petit détail change tout. Je suis entré dans ce petit café près de mon bureau. Elle se tenait au comptoir et se disputait avec le barista parce qu'ils avaient raté sa commande. Je me souviens qu'elle avait l'air très sûre d'elle, même lorsqu'elle était agacée. Des cheveux bruns attachés en un chignon lâche, un chemisier élégant, un peu impatiente mais belle. Lorsque le barista semblait complètement perdu, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Je me suis penché vers elle et lui ai dit, « Vous savez, on dit que le café a meilleur goût quand on sourit. » Elle s'est retournée, m'a lancé un regard perçant, puis a souri. Vous devriez peut-être essayer de passer ma commande. C'est ce que j'ai fait. 2 minutes plus tard, nous rions tous les deux. C'est ainsi que tout a commencé. Après cette journée, nous avons commencé à nous envoyer des SMS. Le premier rendez-vous était gênant, mais dans le bon sens du terme. Nous avons dîné dans un petit restaurant italien, faisant tous les deux semblant de ne pas être nerveux. Le deuxième rendez-vous s'est déroulé naturellement. Au troisième, je savais déjà que je voulais qu'elle fasse partie de ma vie. Elle était intelligente, ambitieuse et avait ce charme qui attirait les gens. Quand elle riait, tout autour d'elle semblait plus léger. Notre premier baiser a eu lieu pendant un orage soudain. Nous marchions dans le parc, tous les deux trempés, et elle s'est arrêtée sous un arbre. Elle m'a regardé et m'a dit, « Eh bien, maintenant, nous avons une excuse. » Et elle m'a embrassé. Ce n'était pas un feu d'artifice, c'était calme, réel, comme quelque chose qui avait enfin un sens. Je n'oublierai jamais ce moment. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré sa famille. Ses parents étaient chaleureux et accueillants, mais sa petite sœur Jessica se démarquait. Elle avait 26 ans. Ouverte, joyeuse, elle était à bien des égards l'opposé de Vivienne. Plus terre à terre, moins réservée. Elle et moi nous entendions facilement, plaisantant comme de vieux amis. Vivienne nous taquinait à ce sujet, mais de manière affectueuse. À l'époque, tout semblait parfait. Vivienne et moi passions nos week-ends à cuisiner ensemble, à regarder de vieux films, à planifier des voyages que nous n'avons jamais faits. Je me souviens d'une soirée où nous étions assis sur le canapé, sa tête posée sur mon épaule, et où elle m'a murmuré, « Promets-moi que ça sera toujours comme ça. » Je lui ai répondu, « Je te le promets, et je le pensais vraiment. » Mais il y avait parfois de petits moments, discrets, où elle semblait distante. Parfois, elle regardait par la fenêtre pendant trop longtemps ou annulait nos projets à la dernière minute, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je ne me posais pas de questions. Je pensais que tout le monde avait ses humeurs. Je me disais qu'elle était simplement plus stressée qu'elle ne l'admettait. Mais j'étais sûr qu'elle m'aimait. Quand elle souriait, cela semblait sincère. Quand elle me tenait la main, je me sentais chez moi. Je n'ai jamais douté d'elle. Avec le recul, c'était peut-être là mon erreur. J'avais trop confiance, une confiance aveugle. Mais à l'époque, cela me semblait normal. Cette première année ensemble a été la meilleure de ma vie. Nous avons passé notre premier Noël chez mes parents. Tout le monde l'adorait. Ma mère m'a dit, « Paul, c'est la femme de ta vie. » J'y croyais de tout mon cœur. Je ne me doutais pas que la femme qui m'avait fait croire en l'éternité partirait un jour sans un mot. Le début de notre histoire était magnifique. Vraiment. Et si quelqu'un m'avait dit que tout cela me mènerait à me retrouver seul devant l'autel, j'aurais ri, incrédule. Mais l'amour a le don de vous aveugler jusqu'à la fin. Quand je repense à la nuit où je lui ai demandé sa main, j'ai encore l'impression de revivre un film dont je croyais qu'il ne finirait jamais.
Cela s'est passé dans le même café où nous nous étions rencontrés. Je gardais la bague dans la poche de ma veste depuis près de 2 semaines, attendant le bon moment. Vivian était assise près de la fenêtre, le soleil couchant brillant derrière elle, et elle semblait si calme, si sûre d'elle. Je me suis approché, j'ai fait semblant de me plaindre de leur horrible espresso, puis je me suis mis à genoux. Tout le monde s'est tu. Elle a eu le souffle coupé, s'est couvert la bouche et les larmes lui sont montées aux yeux. Quand elle a dit oui, tout le monde a applaudi. C'était parfait, comme si le monde s'était arrêté rien que pour nous. À partir de ce jour-là, nos vies ont tourné autour du mariage. Viviane s'est immédiatement plongée dans les préparatifs. Visite de lieu, composition florale, photographe, dégustation de gâteaux. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors tout le travail que représentait une seule journée. Elle avait un cahier rempli de notes, de croquis de décoration et de palettes de couleurs imprimées. Je me contentais surtout d'acquiescer et d'essayer de suivre. Je me moquais des détails, je voulais juste l'épouser. Jessica était là tout au long du processus. Elle avait une façon naturelle d'équilibrer le stress de Viviane, en plaisantant lorsque les choses devenaient tendues, en lui rappelant de manger, en me taquinant lorsque je me perdais dans leur conversation sur le linge de table. Je restais souvent après les réunions pour aider Jessica à porter des cartons ou à accrocher des échantillons de lumière dans le jardin. Elle avait une sorte de chaleur qui rendait tout plus facile. Viviane avait l'habitude de rire et de dire « Vous travaillez bien ensemble, je devrais peut-être laisser Jess s'occuper de tout. » Cela semblait toujours être une blague, mais avec le recul, cela résonne différemment. Au cours des mois qui ont précédé le mariage, Viviane a commencé à changer légèrement. Ce n'était pas évident au début, juste de petites choses. Elle rentrait plus tard du travail, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Parfois, elle se taisait au milieu d'une conversation et s'évadait dans son propre monde. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle souriait et répondait « Bien sûr, Paul, je suis juste fatiguée. » Je n'ai pas insisté. Je lui faisais confiance. Je pensais que le stress en était la cause. Les grands événements rendent tout le monde nerveux. Une semaine avant la cérémonie, je me souviens de m'être assis avec elle sur le canapé pour passer en revue la liste des invités. Elle s'est penchée en arrière, m'a regardé et m'a demandé « Es-tu sûre d'être prête pour ça? » J'ai ri et j'ai répondu « C'est toi qui vas m'épouser. À toi de me le dire. » Elle a esquissé un faible sourire, m'a embrassé et m'a murmuré « Tu es bon avec moi. » C'était étrange à entendre. À ce moment-là, je n'ai pas compris qu'elle me disait adieu. La veille du mariage, c'était le chaos total. La famille arrivait, les décorations n'étaient pas encore terminées. Tout le monde parlait en même temps. Jessica est saucée dans ma chambre avant d'aller se coucher et m'a dit « Ne réfléchis pas trop à demain, respire simplement. Elle sera là. » J'ai souri, reconnaissant de son calme. Elle semblait toujours savoir comment apaiser mes nerfs. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repasser tout cela dans ma tête. Le premier café, la pluie, les rires, la demande en mariage. Je me suis dit que demain serait le jour où tout se mettrait enfin en place. Je me souviens avoir fixé le plafond et murmuré « J'ai hâte de la voir remonter l'allée. » Le matin est arrivé, lumineux et chaud. Le lieu était magnifique. Des chaises blanches alignées en rangées parfaites. Des fleurs partout. L'air chargé de parfums et d'excitation. Les invités sont arrivés tôt. Mon témoin m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Tu es prêt pour le reste de ta vie? » Je l'étais complètement. Mais Viviane était introuvable. Au début, j'ai pensé que son maquillage prenait peut-être plus de temps que prévu. Puis quelqu'un a dit que son téléphone était éteint. Sa mère était pâle, mais essayait de rester calme. J'ai souri et plaisanté. Elle est probablement en train de se recoiffer. Elle veut me faire attendre. Tout le monde a ri nerveusement. 1 heure s'est écoulée. Mon sourire a commencé à s'estomper. Les invités chuchotaient maintenant. Mon père s'est approché et m'a demandé doucement « Fils, as-tu des nouvelles? » J'ai secoué la tête, mes mains tremblaient. Le groupe a arrêté de jouer. Le célébrant regardait sans cesse sa montre. Jessica est arrivée essoufflée, tenant un petit bouquet. Je viens de sa chambre. Elle a dit « Elle est partie. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Partie. Sans laisser de mots, sans explication, juste partie. Je ne savais pas quoi faire. Je me tenais là, entouré de fleurs, d'appareils photos
et de gens qui ne savaient pas où poser leur regard. Ma fiancée avait disparu et tout ce que je ressentais était une douleur creuse qui s'intensifiait à chaque minute. J'ai essayé de me ressaisir, mais la honte, l'incrédulité, c'était trop. Je suis sorti, j'ai regardé l'horizon et je me suis demandé comment tout ce qui était si parfait pouvait s'effondrer en une seule matinée. C'est alors que Jessica est venue vers moi. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. De la tristesse peut-être, ou du courage. Elle s'est approchée, m'a touché le bras et m'a dit doucement, « Paul, tu n'as pas à rester ici tout seul. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit les mots qui allaient changer ma vie à jamais. « Je pourrais être ta femme. » Quand Jessica a prononcé ces mots, « Je pourrais être ta femme », j'ai pensé qu'elle essayait de me réconforter. Les mots résonnaient dans ma tête tandis que je restais figé dans mon costume, sous le regard de tous. J'étais à la fois humilié, le cœur brisé et engourdi. Les invités ne savaient pas s'ils devaient rester ou partir. Ma mère pleurait silencieusement au premier rang et les parents de Vivien restaient assis là, immobiles, comme des gens qui avaient été frappés par quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Je me souviens avoir fixé Jessica du regard. Sa voix n'avait pas tremblé. Il y avait quelque chose de calme en elle, quelque chose de presque provocateur. Elle répéta plus doucement cette fois-ci. « Paul, ne la laisse pas gâcher cette journée pour toi. » Pendant un instant, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Mais ensuite, j'ai compris. Elle était sérieuse. Elle proposait de prendre la place de sa sœur. Cela semble fou maintenant. Mais à ce moment-là, mon esprit n'était pas logique. J'étais submergé par la colère et la honte. Tout le monde m'avait vu attendre, souriant comme un idiot pour quelqu'un qui ne viendrait pas. Je ne voulais pas être humilié. Je ne voulais pas être l'homme qui se faisait larguer devant l'autel. Toute ma vie, j'avais été stable, raisonnable, prudent, et soudain, je voulais juste avoir l'impression de contrôler encore quelque chose. Alors, quand Jessica m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Si tu dis oui, je me tiendrai à tes côtés dès maintenant », j'ai hoché la tête. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement hoché la tête. Les murmures se sont répandus dans la foule comme une traînée de poudre. Certains ont poussé des cris étouffés, d'autres ont ri nerveusement, d'autres encore ont sorti leur téléphone. Le célébrant a hésité, visiblement déconcerté. « Êtes-vous sûr de votre décision ?» a-t-il demandé d'une voix calme. Jessica m'a serré la main et a répondu « Oui, nous sommes sûrs. » Et c'est ainsi que la cérémonie s'est poursuivie. Le groupe a repris la musique, d'abord maladroitement, puis de plus en plus fort. Le père de Jessica s'est levé, pâle comme un linge, et l'a conduite à l'autel dans un silence stupéfait. Mon témoin m'a chuchoté « Paul, tu es sûr ?» Je n'ai pas répondu. Mon pouls battait dans mes oreilles. Mes mains tremblaient, mais je ne les ai pas arrêtées. Je ne pouvais pas. Lorsque le célébrant a demandé « Paul, voulez-vous prendre Jessica pour épouse ?» J'ai hésité pendant peut-être 2 secondes avant de répondre « Oui ». Ma voix s'est brisée, mais elle était suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Les yeux de Jessica brillaient et elle m'a murmuré les mêmes mots. Quand il a finalement dit « Vous pouvez embrasser la mariée », nous sommes tous les deux restés figés. Je me suis penché vers elle, mais ce n'était pas un baiser romantique. C'était plutôt comme sceller une décision que ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment. Après la cérémonie, les invités ont applaudi avec hésitation. Certains ont applaudi par politesse, d'autres par incrédulité. Les gens ont commencé à partir tôt, chuchotant entre eux en passant. Je pouvais sentir chaque regard, chaque jugement me brûler la peau. Mes parents n'ont pas dit un mot. Ses parents avaient l'air dévastés, mais sa mère a brièvement serré Jessica dans ses bras avant de s'éloigner. Ce soir-là, nous nous sommes assis en silence à la table de réception prévue pour Vivienne et moi. Le gâteau portait son nom. Les décorations indiquaient toutes Paul et Vivienne, et toute la salle ressemblait au fantôme d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Jessica a finalement rompu le silence. « Je sais que tu me détestes probablement en ce moment, » a-t-elle dit doucement, « mais je ne pouvais pas rester là à te regarder sombrer. » Je l'ai regardée, essayant de comprendre. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui ai-je demandé. Elle a haussé les épaules et a répondu. « Peut-être parce que quelqu'un devait le faire. Nous ne sommes pas partis en lune de miel. Il n'y a pas eu de fête, pas de photos publiées en ligne.
Ce soir-là, je l'ai déposée à son appartement, et avant d'entrer, elle s'est retournée et m'a dit, « Tu ne me dois rien, Paul, mais si jamais tu veux parler, je serai là. » Les jours suivants, tout me semblait irréel. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des amis, des collègues, même des inconnus me demandaient si les rumeurs étaient vraies. Je les ai tous ignorés. Je ne suis pas allé travailler. Je suis à peine sorti de chez moi. Au début, ma colère envers Vivien était immense, mais ensuite, j'ai été pris de confusion. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi. Pourquoi était-elle partie sans un mot? Peut-être par peur, par hésitation, à cause de quelqu'un d'autre? Une semaine plus tard, Jessica est venue avec des provisions. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est simplement mise à nettoyer la cuisine et à préparer du café comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. J'ai essayé de lui dire qu'elle n'avait pas à faire ça, mais elle m'a répondu, « On dirait que tu n'as pas mangé depuis des jours. » Elle avait raison. Je n'avais pas mangé. Nous avons discuté ce soir-là. Nous avons vraiment discuté pour la première fois depuis le mariage. Elle m'a dit qu'elle savait que sa sœur avait des difficultés, mais qu'elle ne se rendait pas compte à quel point la situation était grave. Vivian était distante depuis des mois. Elle disait vouloir une vie différente, mais personne ne croyait qu'elle partirait vraiment. Jessica m'a dit qu'elle n'avait rien planifié. C'était arrivé comme ça, comme si quelque chose avait pris le dessus. Je l'ai cru. D'une certaine manière, son honnêteté m'a rassuré. Nous étions deux personnes prises dans une tempête que ni l'un ni l'autre n'avait provoquée, essayant d'y trouver un sens ensemble. Au cours des semaines suivantes, le choc a commencé à s'estomper, remplacé par quelque chose d'étrange, de calme. Jessica passait tous les 2 ou 3 jours, apportant parfois le dîner, parfois s'asseyant simplement avec moi sous le porche, parlant de choses et d'autres, de films, de travail, de ses années à l'université. Pour la première fois depuis le désastre, j'ai recommencé à rire. Un soir, alors que nous étions assis dehors à regarder le coucher du soleil, elle m'a dit doucement, « Tu sais, peut-être que cela devait arriver. » Je n'ai pas répondu, mais je me souviens avoir pensé qu'elle avait peut-être raison. Ma vie s'était complètement effondrée. Pourtant, d'une certaine manière, j'avais l'impression que quelque chose de nouveau commençait à se former. Tranquillement, naturellement, sans forcer les choses. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'histoire ne s'était pas terminée à l'hôtel. Elle avait simplement pris une tournure que je n'avais pas vue venir. Je ne pense pas avoir vraiment compris ce que j'avais fait avant le lendemain matin. Je me suis réveillé dans mon appartement, toujours vêtu de mon costume de mariage, la cravate défaite, avec un mal de tête lancinant derrière les yeux. Sur la table se trouvait un certificat de mariage avec nos 2 noms, Paul et Jessica. Ma première pensée a été « ce n'est pas possible ». Mais c'était bien réel. J'avais épousé la sœur de mon ex-fiancé. Les heures qui ont suivi la cérémonie ont été floues. Je me souviens avoir accompagné Jessica chez elle sans qu'aucun de nous ne dise un mot. Quand elle est sortie de la voiture, elle s'est retournée et m'a dit « Tu n'es pas obligé de m'appeler ta femme. Pas encore. » Puis elle a esquissé un léger sourire et a fermé la porte. Je suis resté assis là pendant 10 minutes à fixer le volant avant de finalement repartir. Ce matin-là, la réalité m'a frappé de plein fouet. Le téléphone était rempli de messages d'amis, de collègues et même de parents éloignés qui avaient vu les photos en ligne. Ma mère a appelé en premier. Elle n'a pas crié. Elle a juste soupiré et dit « Paul, à quoi pensais-tu » Je ne savais pas quoi répondre. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même complètement? Plus tard dans la journée, Jessica est venue me voir. Elle semblait calme, presque sereine, comme si elle avait déjà tout accepté. « Nous devrions parler », a-t-elle dit en s'asseyant à ma table de cuisine. Je lui ai servi du café, les mains encore tremblantes. « Je ne le regrette pas », a-t-elle commencé doucement. « Non pas parce que c'était parfait, mais parce que cela t'a peut-être sauvé. » Je l'ai regardée, perplexe. « Tu m'as sauvé d'attendre quelqu'un qui avait déjà décidé de partir. » Elle a dit, « Je ne l'ai pas faite pour moi. Je l'ai faite pour que tu ne t'effondres pas. » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. J'ai réalisé qu'elle souffrait aussi. Elle avait perdu sa sœur au moment même où j'avais perdu ma fiancée. Pourtant, elle s'était tenue à mes côtés sans savoir ce qui allait se passer ensuite. C'était imprudent, peut-être même stupide, mais cela venait d'un élan de gentillesse. Dans les jours qui ont suivi, nous avons dû faire face aux conséquences. Les parents de Viviane ont refusé de nous parler.
Leur silence était plus pesant que leur colère. Nos amis ont pris parti. Certains ont trouvé cela romantique d'une manière étrange et tragique. D'autres ont dit que c'était une erreur que nous regretterions pour toujours. Jessica et moi n'avons pas précipité les choses pour agir comme un couple. Pendant un certain temps, nous avons simplement coexisté, essayant de donner un sens à ce chaos. Nous allions nous promener le soir, parfois en silence, parfois en parlant de choses simples, de musique, de travail, de son rêve d'ouvrir un jour une petite boulangerie. Ces moments étaient réconfortants. Peu à peu, la tension entre nous a commencé à s'estomper. Un soir, environ 2 semaines après le mariage, je l'ai trouvée assise sous le porche de mon appartement, enveloppée dans une couverture. Il faisait froid et elle regardait les étoiles. Je me suis assis à côté d'elle. Pendant quelques minutes, nous n'avons pas parlé. Puis elle a dit, « Tu penses parfois que la vie nous donne une seconde chance de la manière la plus étrange qui soit? » J'ai acquiescé. Si c'est le cas, c'est la plus étrange que j'ai jamais vue. Elle a souri. Peut-être que l'étrange ne signifie pas toujours mauvais. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Ce n'était pas encore de l'amour, juste de la confiance. Je pouvais enfin respirer à nouveau quand elle était là. Elle apportait une paix tranquille dans ce chaos. Nous avons commencé à prendre le petit déjeuner ensemble, à faire les petites choses que font les couples sans s'en rendre compte. Elle m'apportait du café avant d'aller travailler, laissait des petits mots sur le réfrigérateur. Ce n'était ni dramatique ni soudain. C'était doux, réel. Un mois plus tard, nous sommes retournés sur les lieux pour rendre certaines des décorations louées. En traversant cette salle vide, j'ai senti une boule dans ma gorge. L'hôtel était toujours là, à l'endroit même où tout s'était effondré. Jessica se tenait à côté de moi, regardant autour d'elle en silence. « As-tu déjà souhaité que nous puissions tout effacer ?» lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Non, j'aurais juste aimé que cela ne fasse pas autant mal. » Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'elle avait porté son propre fardeau. Perdre sa sœur, faire face au jugement, endosser un rôle auquel elle ne s'attendait pas, et pourtant, elle ne s'était jamais plainte. Ce soir-là, lorsque je l'ai déposée, elle s'est penchée vers moi, m'a embrassé doucement sur la joue et m'a dit « On trouvera une solution, Paul. Peut-être pas aujourd'hui, mais on y arrivera. » À partir de ce moment, tout a commencé à me sembler plus léger. Pas réglé, pas magique, juste réel. Les gens en ville continuaient à chuchoter, mais je m'en fichais. J'avais passé trop de temps à essayer de plaire à tout le monde. Pour une fois, je voulais vivre selon mes propres conditions. Jessica a emménagé quelques semaines plus tard, non pas parce que nous l'avions prévu, mais parce que cela semblait tout naturel. Nous ne parlions ni d'amour ni d'avenir. Nous vivions simplement au jour le jour. Il y avait des matins remplis de rire et des soirées passées en silence, et d'une certaine manière, les deux me semblaient justes. Cela a pris du temps, mais petit à petit, j'ai cessé de me réveiller en pensant à Vivonne. La colère s'est transformée en une indifférence, puis en quelque chose qui s'apparentait au pardon. Jessica n'a jamais dit du mal de sa sœur. Quand je lui ai finalement demandé pourquoi, elle m'a répondu « Parce qu'elle fait partie de ce qui t'a amené vers moi. » Avec le recul, j'ai réalisé que ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas seulement de la folie. C'était un tournant. Cela m'a forcé à affronter qui j'étais, ce à quoi j'accordais de la valeur et qui était vraiment à mes côtés quand tout s'est effondré. Je ne sais toujours pas si c'était le destin ou une coïncidence. Mais épouser Jessica, aussi chaotique que cela puisse paraître, est devenue la décision la plus importante de ma vie. Cela fait 5 ans depuis ce jour, le jour qui a commencé comme le pire de ma vie et qui, d'une manière ou d'une autre, est devenu le fondement de la meilleure. Quand j'y repense aujourd'hui, je me souviens encore de chaque détail. Les fleurs, les murmures, le silence à l'hôtel. Mais le temps a le pouvoir de remodeler la douleur. Ce qui me semblait autrefois insupportable est aujourd'hui le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé trouver. Jessica et moi vivons dans une petite maison chaleureuse à la périphérie de Boulder. Elle n'a rien d'extravagant. 2 chambres, une véranda qui donne sur les montagnes, un jardin où notre fille Emma joue avec son chien. Chaque matin, je les observe par la fenêtre de la cuisine pendant que Jessica prépare le petit déjeuner en fredonnant la même chanson qu'elle jouait quand les temps étaient durs. Il y a de la paix dans ces moments-là, le genre de paix que je pensais ne plus jamais ressentir. Les premières années de notre mariage n'ont pas été faciles.
Nous avons dû apprendre à être ensemble, non par choc, par culpabilité ou par habitude, mais par choix. Il y avait des nuits où le poids de tout cela nous accablait tous les deux. Je me réveillais de rêves où Vivian marchait toujours vers moi dans une robe de mariée et Jessica me tenait la main sans dire un mot. Elle ne m'a jamais reproché de me souvenir. Elle restait simplement à mes côtés. En retour, je faisais de mon mieux pour qu'elle se sente aimée, considérée et choisie, non pas comme un remplacement, mais comme ma partenaire. Nous ne parlions de Vivian que lorsque cela était important. Pendant longtemps, elle n'a jamais donné de nouvelles. C'était comme si elle avait disparu. Puis, environ 2 ans après le mariage, j'ai reçu un email provenant d'une adresse inconnue. L'objet disait simplement « Je suis désolé ». Il venait d'elle. Vivian écrivait qu'elle était partie avec un homme qu'elle avait rencontré lors d'un voyage d'affaires, un homme qui lui avait promis une nouvelle vie au Canada. Elle disait qu'elle pensait l'aimer, mais qu'il l'avait quitté quelques mois plus tard. Elle avait eu trop honte pour revenir, trop fière pour demander pardon. Elle écrivait « J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui te mérite vraiment. Je sais que ce n'est pas moi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Je n'étais plus en colère, juste triste. Triste pour elle, qui devait se sentir perdue. J'ai montré le message à Jessica ce soir-là. Elle l'a lu en silence, puis m'a regardé et m'a dit « Maintenant, nous pouvons toutes les deux la laisser partir. » Et c'est ce que nous avons fait. La vie a repris son cours lentement. Jessica a naturellement ouvert une petite boulangerie en centre-ville. Elle est devenue populaire plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle a le don de transformer des choses simples en quelque chose de spécial. Des croissants, des tartes, des biscuits qui ont le goût de la maison. Chaque matin, je passe avant d'aller travailler juste pour voir son sourire derrière le comptoir, ses cheveux attachés en arrière, une fleur sur la joue. Ce sourire me touche encore à chaque fois. J'ai gardé mon emploi dans l'informatique, mais j'ai aussi commencé à enseigner à temps partiel dans un collège communautaire local. Je voulais aider les jeunes à trouver leur voie avant que la vie ne les oblige à apprendre à leurs dépens, comme cela m'était arrivé. Parfois, je leur raconte des bribes de mon histoire, sans citer de nom, juste pour leur faire passer le message. Je leur dis que parfois, ce qui semble être la fin de tout peut en réalité être le début de quelque chose de mieux. Notre fille Emma a 3 ans maintenant. Elle a les yeux bruns de Jessica et mon caractère bien trempé. Chaque soir, elle me demande de lui raconter l'histoire drôle du mariage de maman et papa. Jessica rit toujours quand elle l'entend. Je dis à Emma, « C'est une longue histoire, ma chérie. Un jour, quand tu seras plus grande, je te raconterai tout. » Il y a des moments où je repense encore à ce jour-là. L'allée vide, les chuchotements, le choc sur les visages de tout le monde. Mais quand j'y repense, je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la gratitude, car si Vivian n'était pas partie, je n'aurais jamais trouvé la femme qui est restée. Jessica et moi parlons souvent de l'aspect surréaliste de tout cela. Les gens qui s'en souviennent nous regardent encore. Certains sont curieux, d'autres critiquent, mais nous ne devons d'explication à personne. Ce qui compte, c'est que malgré ses débuts, notre mariage est devenu quelque chose de réel, de stable, d'honnête et de vivant. Au printemps dernier, pour notre 5e anniversaire, nous avons renouvelé nos vœux. Cette fois, nous étions juste tous les deux avec quelques amis proches au bord du lac. Pas de décoration, pas de photographe, pas de grands discours. Jessica portait une simple robe blanche. Lorsque le célébrant m'a demandé si je la prenais pour épouse, je n'ai pas hésité une seule seconde. Après la cérémonie, nous nous sommes assis au bord de l'eau, les pieds nus, le soleil couchant baignant tout d'une lumière dorée. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu sais, parfois, j'ai encore du mal à croire que ce jour est arrivé. » J'ai souri. Moi aussi, mais je suis heureux qu'il soit arrivé. Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés assis là, en silence, à écouter le bruit de l'eau et du vent. Il n'y avait plus rien à réparer, plus rien à poursuivre, juste la vie que nous avions construite à partir de quelque chose de brisé. Parfois, quand je raconte cette histoire-là, les gens me demandent si je regrette de l'avoir épousée si soudainement. Je donne toujours la même réponse. Non, je regrette d'avoir attendu si longtemps pour voir qui elle était vraiment. Jessica m'a sauvé ce jour-là, non pas de la manière dramatique que les gens imaginent, mais en me donnant quelque chose de réel à quoi m'accrocher, alors que tout le reste avait disparu. Et avec le temps, j'ai réalisé que je ne m'étais pas marié uniquement par douleur.
J'avais choisi l'amour dans sa forme la plus pure et la plus inattendue. Alors oui, ma fiancée ne s'est jamais présentée, mais sa sœur l'a fait. Et cette décision impossible s'est transformée en la vie que j'étais destiné à avoir depuis le début. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin aux côtés de Jessica et je sais, sans l'ombre d'un doute, que j'ai fini exactement là où je devais être.